On commence cette semaine avec après l'âge du fer, celui de l'acier vert. Donc on est avec une toute nouvelle société qui est issue du MIT. Et donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est qu'à l'heure actuelle, quand vous faites de l'acier, souvent vous travaillez avec du charbon, etc. D'ailleurs, c'est pour ça que l'utilisation du charbon n'est pas quelque chose qui diminue. Alors, pour l'exemple, il y a une grande théorie, d'accord, chez les historiens, c'est quoi? C'est qu'en fait, il n'existe pas de transition énergétique. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous passez d'un item à un autre, vous continuez à consommer énormément de l'item d'avant. Alors, on va prendre un exemple par l'absurde, mais par exemple, on va prendre l'exemple du... On était avec du bois, on se chauffait avec du bois et on passe au charbon. Donc les gens vous disent, bah, en théorie, l'idée de la transition, ça t'est quoi? On fait la transition du bois au charbon, d'accord? Mais en vérité, quand le charbon a commencé à monter et à être de plus en plus utilisé, ben on utilisait encore plus de bois qu'avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les mines de charbon, pour tenir les côtés des mines, ben vous utilisez des poutres en bois. Et donc on a utilisé massivement du bois. Donc en fait, ce qui se passe dans l'histoire, c'est que souvent, il n'existe pas vraiment de transition. C'est-à-dire vous ne passez pas d'un actif à un autre actif. Il existe par contre cependant une chose, c'est que comme vous êtes passé entre guillemets du bois au charbon, vous pouvez faire beaucoup plus qu'avant. Là où avant ça vous aurait pris par exemple 50 fois plus de bois, ben maintenant ça vous prend 2 fois plus de bois, plus du charbon. Donc vous avez une amélioration. Et ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est vraiment moi ce que j'appelle une transition, où on voit des choses qui commencent à diminuer. Vous voyez des secteurs dans lesquels des utilisations de matières premières commencent à diminuer. Alors, vous n'en avez pas beaucoup, d'accord? Si vous prenez les 50 premières matières et que vous prenez sur les 100 dernières années, il y en a très très peu où ça diminue, d'accord? Vous avez la laine, vous avez quelques trucs comme ça, mais vous en avez très peu où ça diminue. Et donc ça, c'est assez important de le savoir. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que si vous prenez ça et vous dites « Ouais, mais on consomme toujours plus de fer » et que vous vous arrêtez là, vous avez loupé le gros de l'histoire. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut calculer, c'est la consommation de fer par habitant de la planète. Si le nombre d'habitants croît, votre consommation peut croître, mais en fait, elle croît juste parce que le nombre d'habitants a cru. Et votre optimisation, c'est-à-dire votre capacité de créer X d'objets avec la même dose de fer qu'avant, bah, elle a cru, si vous voulez. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que pendant un temps, vous pouvez avoir une évolution de la population qui monte très vite, une évolution de la consommation des matières premières qui monte très vite, et puis si vous commencez à avoir une optimisation de la consommation des matières premières par chaque objet que vous créez, et ben c'est compensé par la hausse de la population, mais il va arriver un moment où votre innovation va être tellement forte que les deux courbes vont commencer à s'écarter. Et en plus, vous avez un risque que la population mondiale, elle finisse par faire un top. Pourquoi? Parce qu'en Chine, c'est en train de faire un top, ce genre de choses. Bon, là où avant, on avait en gros l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Asie, qui étaient des zones de forte création et avec des enfants par femme très forts, vous commencez à voir que ça diminue en Amérique du Sud, ça diminue en Asie, etc. Donc vous avez quand même une population mondiale qui va continuer à croître, mais la vitesse de croissance va diminuer. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Donc là, on prend l'exemple justement du MIT. Pourquoi? Parce que une des utilisations qui reste et quand même très importante du charbon et qui permet pas de baisser le charbon, c'est ce qu'on appelle la coque qu'on utilise pour faire de l'acier, d'accord? On l'utilise, on le fait brûler et on fait de l'acier à très haute température et ça fonctionne comme ça. Et ça, c'est quand même une utilisation du charbon qui est quand même assez importante. Et depuis quelques temps, il se passe des choses intéressantes, c'est qu'au MIT, vous avez beaucoup de sociétés qui commencent à chercher des nouvelles manières de produire des matériaux, etc. Et donc ici, on a une société qui veut produire de l'acier avec 0 émission de CO2. Alors comment vous faites ça? Vous faites les matières premières de base, plus de l'électricité, et vous arrivez à produire de l'acier comme avant avec la coque. Alors après, vous allez me dire, mais Arthur, ok, mais c'est comme la voiture électrique. C'est peut-être mieux, mais si l'électricité
on l'a obtenu en brûlant du pétrole ou en brûlant du charbon, ça change rien. D'accord? Là-dessus, on est tout à fait d'accord. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand même cette capacité à aller travailler avec de l'électricité. Pourquoi? Parce que par exemple, les réseaux électriques, ils ne sont pas forcément sous-dimensionnés en pleine nuit. Or, les grands fourneaux, ils tournent en pleine nuit. Donc si vous êtes capable de faire travailler ça, vous êtes capable de faire travailler votre grand fourneau la nuit avec de l'électricité sans grand risque. Donc vous voyez qu'il y a quand même des choses qui sont possibles. Alors après, pour que ça soit rentable, il faut une utilisation qui est quand même sur 90% de la journée, ce genre de choses. Donc il faut quand même des choses qui avancent. Mais ça, c'est intéressant. D'accord? Et donc, cette société-là, dont on parle aujourd'hui, qui est issue du MIT, est une société qui va produire son premier grand fourneau dans les années 2024-2025. Donc c'est demain. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont vachement intéressantes. Sachez quand même que la production des gaz à effet de serre de la part des hauts fourneaux d'acier, c'est plusieurs points de notre production globale par an. Donc si on arrive à travailler là-dessus, c'est comme je vous le raconte plusieurs fois, c'est vous arrivez à travailler sur tel secteur, là vous allez enlever un peu, là vous allez enlever un peu, puis un peu, plus un peu, plus un peu, ça fait beaucoup. D'accord? Alors, effectivement, on va encore être sur la même chose que d'habitude, c'est-à-dire que vous n'avez pas trouvé la baguette magique, et puis c'est pas demain l'acier il est vert. D'accord? Mais c'est quand même des choses qui sont intéressantes. Avec des choses qu'on pensait pas possibles, d'accord? Parce qu'il faut bien vous dire quelque chose, c'est que moi je pense que cette transition on va la faire dans les années qui arrivent et on va la réussir pour la première fois de l'humanité, parce que comme je vous l'ai montré au début, on faisait pas vraiment des transitions, mais on faisait plutôt on a des nouvelles matières premières qui s'emboîtent sur les matières premières précédentes et on continue à tout utiliser de plus en plus. Et moi je pense toujours la même idée, le recyclage plus notre capacité d'optimisation va faire qu'on va pouvoir commencer à faire les premières vraies transitions de l'humanité. D'accord? Ça, moi, je pense qu'on en est capable. Alors après, voilà, chacun a ses idées. Il faut se dire quand même que cette stratégie pour créer de l'acier à partir de l'électricité, c'est une stratégie qui, au MIT, ils ont commencé en 2000, dans les années 2000. Ils ont réussi à faire les premiers trucs en laboratoire dans les années 2015, d'accord? Et ils vont faire la première usine à taille industrielle en 2025. Donc vous voyez bien à quel point on est quand même de plus en plus rapide. Il a fallu 15 ans pour avoir un processus qui marche en laboratoire. Il faut 10 ans pour l'amener dans un processus qui va sûrement marcher en format industriel. Et après, ok, il faut encore le déployer à l'échelle. Et ce que vous voyez d'intéressant quand même dans ces entreprises-là, c'est qu'ils vous expliquent que plus on va investir, plus on va mettre de capex, plus on va aller vite. En fait, la problématique, c'est pas tant que le temps, on l'a comprimé et qu'on peut pas aller plus vite que la musique. La problématique, c'est que si vous voulez aller plus vite, bah, il faut pouvoir construire des usines plus vite, il faut pouvoir aller faire des tests plus vite. Et ça, c'est des choses qui nécessitent beaucoup d'argent. Et récemment, aux États-Unis, vous avez eu quand même quelque chose d'assez intéressant. Vous avez, je crois que c'est où le MIT ou Harvard, je sais plus, il faudrait aller regarder, mais qu'ont reçu 1,1 milliard de dollars pour créer une toute nouvelle fac basée justement sur la transition et sur comment faire la transition énergétique et ce genre de choses. Et attention, parce que beaucoup vous disent oui, mais c'est pour des gens qui vont nous apprendre qu'il faut moins consommer, etc. C'est pas vrai. Quand vous allez voir les objectifs de l'école, vous avez énormément d'objectifs où c'est en fait pousser des sciences déjà classiques, hein, de la physique, de la chimie, etc., pour appliquer à des projets qui pourraient avoir un impact colossal sur la capacité de transition de la planète vers un système qui est plus pérenne. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Et quand vous avez 1,1 milliard pour créer une nouvelle école, etc., c'est un sacré coût. Si vous voulez, un projet, quand vous êtes avec des chercheurs qui est de base, hein, c'est-à-dire que vous ne voulez pas l'industrialiser, etc., mais vous êtes au début, c'est quelques millions, quelques dizaines de millions. Donc ça veut dire que rien qu'avec cette donation-là, vous pouvez faire beaucoup. Alors ok, il faut construire le bâtiment, il y a des frais, etc. Mais ça vous montre la vitesse à laquelle on va et l'innovation qu'on fait. Hein.
Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc la société, en l'occurrence, s'appelle Boston Metal, hein, d'accord. Donc c'est vraiment une société qu'il va falloir suivre. Vous savez qu'on parle souvent de ces sociétés-là ici parce que il y en a plein. Alors je vous dis pas que Boston Metal y arrivera et que c'est la solution, d'accord. Il y en a beaucoup d'autres, des sociétés. Mais ce qu'on voit quand même de plus en plus, c'est qu'il y a des innovations majeures dans l'industrie. Et ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas tant vu que ça avant. C'est-à-dire, ces ventures capitalistes, ces milliardaires qui investissent massivement dans l'industrie pour la rendre plus verte, c'était quelque chose que vous ne voyez pas dans les années 2010, qu'on ne voyait pas dans les années 2000, encore moins, et que vous êtes en train de commencer à voir depuis les années 2020, etc. Avant, les gens, ils investissaient, dans des applications, dans des choses. Et là, vous commencez à avoir toute une génération de chercheurs, aussi bien informatiques qu'autre chose, qui se disent qu'en fait, faut pas essayer d'inventer le prochain Tinder. C'est pas ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de se dire, tiens, voilà, on fait du pétrole, on fait du machin, on fait du ciment. Comment est-ce qu'on peut en faire du ciment vert qui consomme beaucoup moins et qui nous permet quand même de construire des bâtiments? Comment est-ce qu'on fait de l'acier vert qui consomme beaucoup moins et qui nous permet quand même de faire nos trucs? Et ça, c'est quand même tout un nouveau système qu'on est en train de voir chez certains ingénieurs. Et moi, ça me rend ultra positif. Vraiment ultra positif. Donc je vous invite à venir voir le slide et à cliquer sur le lien pour voir le slide pour avoir toutes les explications. Mais vraiment, Boston Metal, une petite entreprise à suivre et surtout à suivre l'industrialisation du processus en 2024-2025 parce qu'ils ont levé énormément d'argent et ça pourrait être un vrai switch pour vraiment utiliser beaucoup moins de charbon dans les 10-15 prochaines années. Alors c'est toujours la même chose, hein. On est sur un cycle long. Et comme je vous le dis à chaque fois, dans cet hebdo de l'innovation, on vise des cycles très longs. Je ne vous dis pas qu'on va arrêter le charbon dans 2 ans. Tous ceux qui vous disent ça, c'est fou. Ça n'existe pas. C'est un peu comme ceux qui nous disaient on va arrêter le nucléaire. Et maintenant, les Allemands, ils ont arrêté le nucléaire et ils ont des problématiques. C'est pas comme ça. C'est pas un switch qui se fait, c'est un switch qui se fait dans le temps. Mais si on arrive à lancer assez de switch en même temps et qu'on est assez intelligent, on a un moyen de vraiment réussir cette transition. Alors, elle ne se fera pas de manière sans risque et on va pas, on aura du réchauffement climatique, ce genre de choses. La question c'est est-ce qu'on va arriver au point d'inflexion où on risque de tous mourir? Et moi je pense que non. Je pense qu'on est de plus en plus innovant et qu'on va être capable de passer juste en dessous. C'est-à-dire on va passer en dessous de ce point d'inflexion et puis après on va redescendre. Et on va être capable de faire redescendre la température de la planète, etc. et de réussir des choses. Et donc moi, ça me rend quand même vachement positif. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que qui est le plus gros pourvoyeur de fonds de Boston Metal en dehors des mogouls de la tech et de certains fonds d'investissement? Et ben c'est des aciéristes américains. Et ça, c'est quand même quelque chose qui me rend vachement optimiste. Vous avez une vision des entreprises industrielles depuis 4-5 ans qui est qu'il faut vraiment investir dans la rupture. Je pense que le fait que Tesla soit devenu le constructeur le plus valorisé de la planète par rapport à une multitude de constructeurs a quand même déclenché un déclic chez certains en se disant que l'innovation c'était un moyen de valoriser son entreprise et qu'il fallait absolument être dans le cycle d'après. Et qu'il ne fallait pas juste voir son entreprise comme un mécano financier sur lequel on va tirer des dividendes. Et puis voilà. Et on est en train de le voir se développer chez beaucoup de grands investisseurs des matières premières et de l'industrie. Et moi, ça me rend vachement optimiste. Parce que c'était quelque chose qu'on voyait avant beaucoup dans la tech. Et le fait qu'on commence à le voir dans l'industrie, ça montre qu'il y a une émulation et que ça commence à disperser. Et vous savez que moi, je pense toujours la même chose. Plus on disperse, plus il y a de gens qui cherchent, plus on a de risques, plus on a de chances d'avancer et de trouver une solution.